Et c'est vrai que nous, à la Civise, nous considérons que il y a une espèce de participation sociale à la pédocriminalité qui est massive et qu'il faut souligner. Nous sommes tous co-acteurs, co-auteurs à chaque fois que nous nous taisons, et nous nous taisons très souvent. Pour rappeler ce que c'est que l'autorité, c'est un mécanisme protecteur, l'autorité. C'est pas un mécanisme d'autoritarisme. Donc, la protection du prêtre sur les enfants, la protection du médecin sur les malades, la protection de l'adulte sur l'enfant sont des mécanismes sacrés. Et c'est la sacralité de ces mécanismes qui est remise en cause, aussi bien pour les prêtres que pour les médecins. Cela vous a à coup sûr frappé. Les crimes, les violences sexuelles sont partout. Dans l'actualité, notamment celle touchant des enfants, il y a bien sûr le scandale de Notre-Dame de Bétharram qui a révélé des décennies de violences physiques et sexuelles dans cet établissement catholique des Hautes-Pyrénées, à plusieurs centaines de kilomètres de là, en Charente-Maritime. Une autre affaire a éclaté au grand jour, celle des viols et agressions commises par un chirurgien sur ses patients, souvent mineurs. Bonjour Alice Casagrande. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Civise. Je vous ai invité parce que je voulais tout d'abord que vous nous disiez sur ce qui a été révélé dans le scandale de Notre-Dame de Bétharram et qui semble ne pas concerner que cet établissement. Vous opinez du chef. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que c'est la suite finalement d'une sorte de violence que certains qualifient de systémique? Bref, j'aimerais vos mots sur ce que l'on est en train de découvrir. Guillaume Erner, il n'y a rien de nouveau. Lorsque Roger Martin Dugard, vous en souvenez, publie Les Thibauts entre 1922 et 1940... Je m'en souviens de manière assez lointaine. Alice. Eh bien, peut-être que vous pouvez noter, Guillaume, que le deuxième volume des Thibauts, qui raconte une histoire d'enfants, de deux garçons, le deuxième volume s'appelle Le Pénitencier. C'est un endroit où un des fils de cette famille est envoyé. Donc il n'y a rien de nouveau, et a fortiori pour moi qui fait partie de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, nous savons qu'un certain nombre d'établissements scolaires ont été effectivement touchés par des violences sexuelles et des violences tout court de manière tout à fait systémique. Bon, mais alors là, il y a eu manifestement, comment les nommer, des silences, une omerta, de la complaisance. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce qui explique la complaisance que vous avez absolument raison de citer, les silences qui sont innombrables, le fait que ce ne soit pas suivi d'actions policières, judiciaires à la hauteur, ce qui explique ça, c'est un tissu social dans lequel l'enfant et les crimes envers les enfants sont banalisés, acceptés et silenciés. Banalisé, c'est-à-dire qu'on considérait que ça ne méritait pas d'en faire toute une histoire? Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que quand il y a une gifle, quand il y a un isolement, quand il y a un enfant qui est mis dans le froid pendant des heures, on considère que ça fait partie d'un redressement, que ça fait partie d'une éducation, que c'est absolument naturel. Et quand il y a des abus sexuels? Alors, les abus sexuels, il y a 1000 manières de ne pas les considérer, à commencer par les taire, mais aussi les décrire d'une manière minimisante, euphémisante. Ça veut dire que les crimes sexuels, on va les appeler par des mots qui, finalement, en diminuent la gravité, en diminuent l'importance. Donc, d'une certaine façon, on commence par mettre le couvercle dessus en silence. Et même quand on en parle d'une manière filtrée, qui fait que ça n'a pas beaucoup d'importance, en effet. C'est toujours la même question qu'on se pose. On se dit, pourquoi des personnes, a priori, qui ont charge d'âme, qui sont religieux, donc dont on estime qu'elles sont pourvues d'une morale particulièrement importante, particulièrement robuste, eh bien, pourquoi sont ces gens-là, pas tous évidemment, mais quelques-uns de ces gens-là que l'on retrouve parmi les criminels? L'une des choses importantes que la CIAZ a montré et que montre également la Civise, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'opportunité. Pourquoi est-ce que les criminels passent à l'acte, par exemple ceux que vous citez à Bétharram? Parce qu'ils le peuvent. Et un des éléments très simples, c'est que ces enfants, quand ils sont accueillis dans des internats, eh bien, il y a de longues heures dans lesquelles il n'y a personne, il n'y a pas de regard extérieur. Comme en plus on considère pour certains qui sont dans ces internats qu'il faudrait vraiment les remettre dans le droit chemin, a priori leur parole est disqualifiée, leur ressenti n'est pas le sujet. On considère que c'est les adultes qui savent, que c'est les adultes qui vont faire ce qu'il faut pour eux, et on est reconnaissant à ces adultes. Alors, la cellule investigation de Radio France a rapporté que l'inspecteur d'académie qui s'était rendu à Bétharram en 1996 a tout simplement ignoré, il n'a pas cherché, je cite ces mots, à savoir ce qui s'y passait. Là, vous savez, il faut déjà
avoir l'idée que ça peut se passer, et un certain nombre de personnes, quand ils vont dans une inspection, ils n'ont absolument pas la conscience que ces crimes peuvent se passer. Donc ils arrivent, ils vont regarder autre chose. Ils vont regarder les règles scolaires, ils vont regarder la pédagogie, ils vont regarder la température des pièces, ils vont regarder l'espace et les lits. Donc ils vont regarder toutes sortes de choses qui sont peut-être utiles et intéressantes, mais ils ne se concentreront pas sur ce qui est en train de créer un désastre, c'est-à-dire les viols. Pourquoi ? Parce que pour s'y intéresser, il faut commencer par y avoir pensé avant. Et puis, il faut aussi avoir une manière de s'y intéresser. Ça ne va pas de soi, quand vous êtes inspecteur, de commencer à interroger les gens en ayant en tête de faire révéler aux enfants, de faire révéler aux témoins ce qui se passe en termes de violences sexuelles. Mais ce n'est pas, je vous embête, hein, Alice Casagrande, c'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que vous disiez sur Roger Martin Dugard, parce que on sait que ces crimes, justement, existent depuis longtemps, on les a silenciés, dites-vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où on disait que la révélation de ces crimes ne valait pas le risque de menacer la totalité du système. Et que c'est ça, finalement, le fait de ne pas vouloir savoir. Ne pas vouloir savoir, c'est vouloir protéger une réputation, c'est vouloir protéger une institution, c'est vouloir protéger des Une parents. sorte de raison d'État. Absolument. Et de toute façon, les adultes commencent par vouloir se protéger eux-mêmes. Ils veulent protéger les enfants très tardivement. Et au niveau collectif, c'est comme au niveau individuel. Les enfants, peut-être, mais les enfants, plus tard. Donc, d'abord, c'est à la réputation de Notre-Dame de Bétarame. Ça peut être, si on est plus contemporain, des questions de financement. Vous savez, on n'a pas envie de perdre des mécènes. Donc, on n'a pas très envie de laisser fuiter le fait qu'il y a eu des crimes sexuels. Ça pourrait ternir l'image de l'institution. Effectivement, ce qui compte d'abord, c'est de protéger le corps et la réputation des adultes. Oui, parce que le fait que les enfants, par exemple, du Premier ministre aient été scolarisés là-bas, alors bon, je crois qu'aujourd'hui, on peut écarter l'idée selon laquelle François Bayrou n'aurait pas dénoncé des crimes dont il aurait connu l'existence. Vous êtes d'accord, Alice Casagrande ? Tout à fait. Et en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à un milieu social qui témoigne de l'honorabilité, de la notabilité de ceux qui étaient scolarisés là-bas. Et là aussi, la raison d'État, elle joue à plein. Mais Guillaume Erner, regardez ce qui s'est passé dans le sport. Regardez ce qui s'est passé dans le milieu éditorial parisien. On ne peut pas du tout penser Bétarame si on ne regarde pas aussi ce qui s'est passé avec Gabriel Matzneff. Aussi ce qui s'est passé avec certains milieux sportifs. Il faut élargir le champ. Bétarame, c'est l'histoire d'institutions, qu'elles soient sportives, scolaires, cléricales, qui ne protègent pas les enfants et protègent les adultes. Mais penser qu'il y a une spécificité Bétarame, qui est que c'est des notables catholiques, me paraît à la fois juste et restrictif. Non, ce n'étaient pas les notables catholiques, mais l'idée, c'est toujours pareil. Alors, Matzneff, c'est encore différent, puisque là, il écrivait, il suffisait de lire pour le savoir. Mais l'affaire Bétarame, c'est l'idée qu'on ne va pas faire tomber une institution pour des choses qui, à l'époque, doivent être considérées comme secondaires, j'imagine, pour qu'on ne les dénonce pas de manière aussi forte. Oui, c'est assez difficile à penser, la violence sexuelle sur mineurs, donc on n'a pas très envie de s'y arrêter. Et on a vu très bien pendant quelques années à la SIAZ à quel point, dans l'Église catholique et dans les institutions catholiques, tout un vocabulaire permettait de masquer les réalités, donc de ne pas les traiter. Par exemple, on parlait de difficulté d'un prêtre avec un enfant. Difficulté, ça voulait dire pédocriminalité. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Puisque alors maintenant, il y a donc une affaire Bétarame qui fait tache d'huile. Alors on a beau se dire que ça n'est pas nouveau, il y a un certain nombre d'affaires qui semblent comment dirais-je, qui semblent être découvertes aujourd'hui, du Béarn à la Bretagne. Absolument, et nous, à la Civise, nous en avons des traces. Nous avons des personnes qui nous écrivent à la Civise, qui nous disent voilà, j'étais dans telle école, j'étais dans tel pensionnat, et je souhaiterais déposer mon témoignage. Évidemment, il n'est pas possible d'estimer ni des chiffres exacts sur les crimes dont il s'agit, ni la réalité des affaires dont il s'agit. D'ailleurs, la Civise... Pourquoi? Parce que vous en êtes à ce stade, au stade des témoignages? Parce que les personnes nous écrivent parfois quelques lignes,
ne serait-ce que pour nous demander si elles peuvent être entendues. Donc il n'est pas du tout question pour nous de témoigner d'une manière robuste à ce stade. Ce que nous avons, ce sont des petits signaux, mais des petits signaux qui confirment ce que vous venez de dire, Guillaume Erner, à savoir, oui, il n'y a pas que Betharam en matière d'écoles concernées. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent malgré tout, qu'il y a aujourd'hui, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure sur cet inspecteur d'académie qui, en 96, n'a pas cherché à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire Dieu merci, mais l'expression est mal choisie, est-ce qu'aujourd'hui on réagirait différemment? On ne pourrait plus dire je n'ai pas cherché à savoir, je n'ai pas cherché à savoir. Les choses changent phénoménalement positivement. La société française s'est saisie de ce sujet, elle ne lâche pas ce sujet, ni vous les journalistes, et on vous en remercie. Donc, il faut être absolument clair, notre société française progresse massivement sur cette question des violences sexuelles et de l'inceste. Elle accepte de les regarder, elle accepte de les parler, et les institutions suivent. Et les institutions sont faites par des hommes et par des femmes qui sont aussi sensibles à ce qui se passe. Dans leur formation, on voit aussi des progrès, et donc, bien sûr, dans leur réaction, on peut s'attendre légitimement à des bénéfices. Mais alors, si c'est un système, est-ce qu'on a cassé le système? On l'a fissuré, on a mis des coups de pied dedans, on a exposé au grand jour encore et encore. Ce sont évidemment les personnes victimes qui font progresser le système. Elles disent, elles témoignent, mais il y a aussi un nombre infini de films, de pièces de théâtre, de romans. Et comment ne pas citer les magnifiques livres qui font progresser la société française, des livres de femmes, et on les remercie aussi. Tous ces éléments culturels font bouger. Quel livre pensez-vous, Alice? Je pense à Camille Kouchner, bien sûr, mais je pense aussi à d'autres. Je pense à Sarah Abitbol, par exemple. Il y en Donc là, on aurait est dans le tellement. domaine du sport. Oui, on est dans le domaine du sport, mais il faudrait citer Vanessa Springora. Enfin, il y aurait tellement de femmes à citer. On pourrait citer Neige Sino également, etc., etc. Les femmes écrivent, les journalistes investiguent, les magistrats, les policiers se forment, la société française bouge. Et les profs, est-ce qu'il faut les former de manière particulière? Est-ce qu'il faut une action spécifique vis-à-vis de l'éducation nationale, des établissements, qui soient bien sûr privés ou publics? Il y a deux choses par rapport à l'éducation nationale. Ce que réclame la Civis, c'est de faire la lumière sur les dispositifs d'alerte, pas seulement dans l'éducation nationale, mais aussi là, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'état des lieux précis de qu'est-ce qui existe pour que les alertes soient remontées quand elles doivent l'être. Ça, c'est une première chose. Et puis, la Civis constate avec satisfaction que le programme EVARS est enfin lancé par la ministre Elisabeth Borne après des années de difficultés d'atermoiement. Mais maintenant, l'enjeu, ça va être effectivement la formation des enseignants et puis le soutien quand il y a des révélations. Mais alors justement, le soutien lorsqu'il y a des révélations. Donc aujourd'hui, les enquêtes sont en cours. Est-ce qu'on comprend mieux les mécanismes? Est-ce qu'on comprend mieux la manière dont des individus qui sont des prédateurs? Parce que vous parliez tout à l'heure, Alice Casagrande, d'effets d'opportunité. On imagine qu'hélas, c'est terrible à dire, mais ces personnes se sont rapprochées de métiers où ils travaillaient avec des enfants précisément en raison de leur déviance. Absolument, ça c'est complètement avéré. On le constate très bien quand on regarde les chiffres sur l'expérimentation, sur le contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire le contrôle des antécédents judiciaires. On voit très bien qu'un certain nombre de pédocriminels se rapprochent des métiers de l'enfance, de la petite enfance, précisément pour assouvir leur tendance criminelle. Donc ça c'est tout à fait avéré. On comprend mieux ça, on commence à accepter un petit peu mieux que ça existe, on commence à le dire, on commence à le porter, mais le chemin est encore long. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été condamné pour des faits de ce type ne pourrait pas accéder à des professions en contact avec l'enfance? Ça n'est pas encore complètement le cas. Ah, c'est pas encore complètement le cas. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on demande la transparence sur ces éléments. Mais Transparence, c'est-à-dire? Transparence, ça veut dire donnez-nous le nombre de personnes qui font l'objet de la vérification du casier judiciaire aujourd'hui. Dites-nous quelles professions sont concernées. Dites-nous combien de territoires sont concernés et s'il y a des trous dans la raquette. Marie Rabatel, membre de la Civis, qui est également présidente de l'association des femmes autistes, le rappelle encore et encore. Il y a des endroits, par exemple les transports des enfants en situation de handicap, dans lesquels il n'y a pas de vérification des antécédents judiciaires. Les tribunaux vous diront
que malheureusement, quand vous transportez des enfants, eh bien, c'est un des lieux où il peut se passer des violences sexuelles. Donc non, on ne peut pas dire que partout où il y a des enfants, il y a une protection. Quelles sont les autres demandes de la Civise à ce sujet, Alice Casagrande? Qu'est-ce qui vous paraît urgent de faire? Déjà, il nous paraît urgent d'avoir une ambition, une vision d'ensemble. Depuis son rapport de 2023, la Civise alerte, ça ne peut pas être des petits bouts, c'est une politique publique qui doit être rendue qui doit faire face à ces difficultés. Et puis après, nous avons fait récemment 15 propositions précises. Quelques-unes. Oui, quelques-unes. Eh bien, je vous disais faire la lumière sur les dispositifs d'alerte, mais il faudrait également dire la présence de l'administrateur ad hoc, qui est un professionnel qui va défendre les intérêts des enfants. Il faudrait dire aussi la présence des avocats. Il faudrait dire encore la formation de tous au repérage. Vous l'avez entendu, vous le savez, du scandale de Betaram à l'affaire Le Squarnec, en passant par le procès des viols de Mazan, l'actualité abonde de faits de violence sexuelle. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Alice Casagrande, vous êtes secrétaire générale de la Civise, des faits qui méritent une explication psychologique ou psychanalytique, et c'est la raison pour laquelle je vous ai convié à venir. Serge Effès, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale à la Pitié-Salpêtrière, coprésident de la commission parentalité. Alice Casagrande, les mots importent. Alors tout à l'heure, j'ai dit pédophile et vous m'avez repris tout à l'heure en disant voilà pédocriminalité, et vous avez évidemment raison, Alice Casagrande. Justement en termes de mots, lorsque l'on entend cette affaire Le Squarnec qui nous sidère et nous terrifie, à quoi a-t-on affaire? Est-ce qu'on a affaire à un système, un fait divers, une forme de révélation sur l'état de la société? Alors, Guillaume Erner, on n'a pas affaire à un fait divers, ça c'est une évidence, au sens où ça n'est pas une petite chose qu'il faudrait noter en passant, avec ce côté du frisson qui nous saisit Fait divers, face à l'horaire. Ça peut être une grande chose. Hein. Oui, disons que l'appellation fait divers me semble mal ajustée et effectivement, pour le procès Le Squarnec et pour ce dont nous allons parler, il faut, je pense, utiliser la pédocriminalité. Alors, nous avons affaire à un système d'abord, bien entendu, puisque c'est le système de l'inceste. C'est-à-dire qu'il faut le rappeler avec force, ce qui installe la pédocriminalité de Joël Le Squarnec, c'est un système familial complètement dysfonctionnel, dans lequel les violences sexuelles, les viols sont à tous les étages, sont dans tous les esprits. C'est quelque chose qui est su, c'est quelque chose qui est parlé, et c'est quelque chose qui ne sort pas de la famille. Donc c'est un système. Et puis ensuite, bien entendu, on va avoir affaire à une autre forme de système, une série de silences qui se perpétuent les uns après les autres, dans différentes sphères administratives et dans des sphères également professionnelles. Serge Effès, quand vous avez entendu les récits dans les médias de ce procès de Joël Le Squarnec, vous, le psychiatre, le psychanalyste, que vous êtes-vous dit? Eh bien, je me suis dit qu'on avait encore une fois, peut-être après l'affaire Pédico, affaire à une image de monstre, c'est-à-dire de monstre absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui devient l'archétype du prédateur, du monstre sexuel, du monstre froid, et que le plus important pour moi en tant que psychanalyste, c'est de me demander comment ramener cette monstruosité dans notre humanité à tous, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quels mécanismes font que quelqu'un puisse arriver à cette ignominie qu'il a commis, qu'est-ce qui peut-être existe en chacun de nous et qui peut amener à cela. Alors, vous parliez, Alice, d'un système, un système incestueux. Avant ce système-là, il y a tout de même un système qui existe pour nous tous, qui est un système patriarcal de puissance et de domination des hommes sur les femmes, qui existe depuis toujours, où les femmes sont les propriétés des hommes et les enfants les propriétés de leur père et des hommes dans cette société. Vous disiez aussi que les choses changeaient, je pense que c'est là que ça change, c'est-à-dire c'est vers cette égalité progressive des hommes et des femmes, où les femmes et les enfants ne sont plus
de façon naturelle la propriété des hommes dans la société. C'est un premier élément qui me paraît très important. Mais dans le cas de Skwarneck, donc là, c'est le rapport aux enfants. Ce rapport aux enfants, justement, Serge Effez, on voit qu'il a évolué parce que vous évoquiez tout à l'heure, Alice Casagrande, le cas Matzneff. C'est un cas intéressant puisque cet homme ne s'est pas caché, il a écrit. Et il a écrit donc avec la sympathie, peut-être même l'admiration qui l'entourait dans le domaine des lettres, pour une génération, disons, antérieure à la mienne. C'était un écrivain reconnu. Est-ce que ça ne signifie pas justement qu'on a affaire aussi à une évolution des normes? Où l'enfant, grâce à Madame Dolto et beaucoup d'autres, est devenu une personne et plus un objet qu'on peut manipuler à sa guise et éduquer comme on a envie de l'éduquer. L'enfant est devenu une personne avec une intériorité, avec une volonté, avec un désir personnel et est devenu quelqu'un à protéger dans la société. C'est-à-dire que la protection de l'enfance est quelque chose qui s'est développé considérablement ces dernières années pour justement éviter tout cela. Je dirais que la banalité des crimes sexuels, des effractions, la violence aux enfants telle qu'elle a existé pendant des siècles, aujourd'hui est devenue beaucoup moins banale. Et effectivement, quelqu'un comme le Skwarneck provoque une horreur dans la société parce qu'au fond, il commet un double crime, si je peux dire, une double monstruosité. D'une part, l'abus de confiance, parce que c'est un médecin, et donc c'est un personnage a priori qu'on a à respecter, en qui on a à faire confiance, qui est là pour vous aider, pour vous guérir, pour vous soigner, et en même temps, c'est la confiance que des malades portent à leur médecin et que tout enfant doit porter à un adulte dans la société. Mais est-ce que ce n'est pas justement une variation autour de la figure du prêtre, puisque le prêtre aussi est censé vous protéger, ou en tout cas... Absolument, il y a des analogies, bien évidemment, entre l'autorité. L'autorité, pour rappeler ce que c'est que l'autorité, c'est un mécanisme protecteur. L'autorité, c'est pas un mécanisme d'autoritarisme. Donc la protection du prêtre sur les enfants, la protection du médecin sur les malades, la protection de l'adulte sur l'enfant sont des mécanismes sacrés. Devraient être des mécanismes sacrés dans notre société, et c'est la sacralité de ces mécanismes qui est remise en cause, aussi bien pour les prêtres que pour les médecins. Mais il y a sans doute une différence entre un prédateur sexuel comme le Skwarneck et des prêtres, c'est, je dirais, la question du conflit interne. La question du remords. La plupart des prêtres ne sont pas des monstres froids, mais sont pétris de contradictions. Je ne sais pas si vous irez dans ce sens-là. Ils sont pétris de remords. Ils commettent ces actes et en même temps, ils s'en fustigent eux-mêmes. Tandis que quelqu'un comme le Skwarneck ne donne pas du tout l'impression d'être pétri par ces mécanismes-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice Casagrande ? Vous savez, quand on écoute Jean-Pierre Sautreau dans son ouvrage qui s'appelle « Une croix sur l'enfance », qui fait le point sur une affaire à Chavagny-en-Paillé, qui a un véritable système pédocriminel pendant des décennies dans une école, eh bien, on n'a pas tellement l'impression d'avoir affaire à des atermoiements et à des remords de la part des prêtres. Donc, je nuancerai quand même un petit peu dans un certain nombre de cas. Oui, parce que moi, j'ai l'impression, au contraire, que les prêtres étaient plutôt droits dans leur soutane. Barbarin, par exemple, était particulièrement incapable de faire la moindre excuse, le moindre remords. Alors, il faut voir si on est en train de parler du pédocriminel ou de l'institution. Les deux, mon évêque, on a affaire à effectivement des personnes qui, pendant très longtemps, ont considéré qu'ils avaient tout bien fait. Absolument, Guillaume Ernin. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, on ne voit pas du tout de remords, on ne voit pas du tout de conflit interne. On voit quelque chose qui, même, souvent, est légitimé par un détournement d'une certaine doctrine catholique et qui va utiliser cette doctrine catholique en disant le Christ t'aime, donc comme il t'aime et comme il nous aime, nous allons avoir des rapports sexuels. Donc on est quand même sur une fabrication de justification qui s'accorde assez mal avec le remords. Peut-être que ceux que j'ai pu voir à mon cabinet étaient justement ceux qui étaient pétris de remords et qui souhaitaient sortir de ce système-là. Mais j'entends. En fait, plus on occupe une place importante dans une hiérarchie, plus on est justifié dans les passages à l'acte, c'est-à-dire que la puissance de l'autorité qu'on occupe au sein d'une institution vient renforcer cette puissance que l'on éprouve vis-à-vis de ses victimes. Mais alors, justement, parce que... alors ça tombe bien que vous disiez ça, Serge Effez, parce que quand on a lu les propos
Rapporté de Joël Le Squarnec lors de son procès, on se dit qu'on a affaire évidemment à un malade. J'utilise le terme au sens le plus Oui. vulgaire du terme. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste. On a affaire à un malade et si ce malade, par exemple, avait consulté, si il avait eu affaire à un psychiatre, est-ce qu'on peut imaginer qu'il eût été dénoncé, qu'on ait pu faire un certain nombre de choses pour l'empêcher de nuire malgré le secret médical? Alors, ce qui caractérise le plus ce type de pervers sexuel, c'est ce qu'on pourrait appeler la compartimentation psychique. C'est-à-dire, c'est vraiment cette représentation cinématographique de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est des personnes qui ont de toute apparence une vie normale, qui sont des bons pères de famille. Même Madame Pénicaud disait à quel point son mari était un mari exceptionnel. Et c'est ce double aspect, cette double vie qui est cloisonnée derrière un mur, parfois très épais, entre le monstre et l'individu normal. Ce qui amène à ces compartimentations psychiques, ça peut se retrouver dans une histoire, dans une généalogie. Par exemple, pour le Squarnec, vous m'en parliez tout à l'heure, il y a une généalogie des abus sexuels, des viols, des incestes, absolument considérable dans sa famille, et qui fait que, il y a comme une distorsion cognitive. C'est-à-dire, il y a le fait on finit par, d'abord, si on a été soi-même victime d'abus sexuels, il peut y avoir des identifications à l'agresseur, il peut y avoir tout un tas de mécanismes qui font qu'on va adopter soi-même le comportement de celui qui vous a agressé. Il y a une hypersexualisation. On vit dans une ambiance très, très sexualisée dans laquelle, même s'il n'y a pas de viol à proprement parler ou d'abus à proprement parler, la sexualisation des rapports, elle est là. Donc, c'est des jeunes qui ont grandi souvent, pas toujours, mais beaucoup, dans cette atmosphère. Et donc, une fois qu'ils sont adultes, il y a cette partie d'eux-mêmes qui va fonctionner sur ce régime-là, le régime de l'abus, le régime de l'hypersexualité, et une autre partie qui va se conformer à l'ensemble des règles sociales. Ce que je veux dire par là, c'est que si ensuite vous êtes face, parfois de bonne foi, à un psychanalyste ou un psychothérapeute, pour toucher cette partie de soi-même qui est aussi cloisonnée, et pour commencer à arriver à une prise de conscience et à un travail sur soi, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je me fierais beaucoup plus là-dessus au travail de groupe, par exemple, tel que ça se fait beaucoup au Canada, par exemple. Pour Travail de groupe, c'est-à-dire un travail avec un groupe de prédateurs, un groupe de violeurs. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes de compréhension, de catharsis groupale qui font qu'on peut un peu mieux, disons, les toucher psychologiquement. Mais est-ce qu'il y a des structures psychiques de violeurs? Parce que, alors, donc, socialement, on parle de plus en plus de culture du viol, mais j'ose espérer qu'il y a justement des structures psychiques qui font que il y a la levée, je ne sais pas, d'inhibition. Enfin, c'est à vous d'ailleurs de me dire ce que vous en pensez, Serge Effez. Alors, il n'y a pas une structure psychique de l'abuseur et du violeur, encore une fois. Il y en a tout un tas. Il y a des choses qui sont plus ou moins fixées autour de scénarios sexuels qui se structurent très tôt dans la vie et qui sont compulsifs, c'est-à-dire qu'il s'agit de répéter toujours. Il y a des violeurs qui vont être plus, vous employez le mot tout à l'heure, il faut l'employer avec des pincettes, mais enfin du côté de l'opportunité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie, qui va réveiller cette fantasmatique-là et qui va la rendre possible parce qu'on est au contact avec des enfants, parce qu'on est éducateur, etc. Mais je crois que s'il y a un trait commun, c'est tout de même ce mécanisme de clivage entre une partie qui est beaucoup plus structurée autour de l'enfant qu'on a été et une partie qui est adulte. Or, un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est quelqu'un qu'on voit mettre la main dans le pot de confiture. On lui dit, t'as pris le pot de confiture, il vous dit non, je l'ai pas fait. C'est pas un enfant qui ment, ça. C'est un enfant qui est, comme tous les enfants, qui a une pensée magique. C'est-à-dire qui se dit, si je dis que ça n'a pas existé et si je me convainc que ça n'a pas existé, eh bien, ça n'a pas existé. Et c'est ça le clivage et le déni, c'est-à-dire, c'est des adultes qui ont gardé cette propension de l'enfance à se dire que cette partie-là de moi, ces actes-là, ils n'existent pas réellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice Casagrande? Ce que j'en pense, c'est qu'il y a quand même une construction autour d'un pédocriminel qui fait que ce pédocriminel va avoir une carrière, et c'est des témoins.
Un pédocriminel, il n'est pas tout seul, il est entouré d'un système, il est entouré d'une famille, on l'a dit, il est entouré de collègues, il est entouré de règles, d'administration, de régulation, et il va pouvoir continuer parce que toutes ces règles, tous ces témoins vont faillir. Autrement dit, c'est bien sûr les éléments qui viennent d'être expliqués par Serge Efez sont tout à fait passionnants, mais c'est vrai que nous, à la Civise, nous considérons que il y a une espèce de participation sociale à la pédocriminalité qui est massive et qu'il faut souligner. Nous sommes tous co-acteurs, co-auteurs à chaque fois que nous nous taisons, et nous nous taisons très souvent. Et ça crée des normes. Ça crée des normes. Si je peux me permettre un souvenir d'enfance, moi j'ai grandi dans une banlieue un peu de l'ouest parisien. J'étais à l'école laïque où rien ne se passait, mais j'avais pas mal de copains qui étaient dans une institution religieuse. Et le week-end, ils racontaient, et c'était il y a plus de 50 ans maintenant, ils racontaient en rigolant tout ce qui se passait avec les curés pendant les confessions. Et il se poussait du coude et ça les faisait marrer. Et une fois, il a sorti son zizi. Et une fois, il m'a tripoté ici et là. Et une fois, il m'a même mis son zizi dans la bouche. Mais là, quand même, j'ai refusé parce que ça me plaisait pas. Ce que je veux dire, c'est que ça leur paraissait normal. Ça leur paraissait vraiment la norme sociale, c'était que le curé, voilà, il vous tripotait, il vous touchait à droite et à gauche, et il ne remettait pas, comme ça paraissait normal aux starlettes qui allaient voir un producteur, qu'elles allaient passer à la casserole. Tout ça, c'était des normes sociales inscrites dans une société, encore une fois, très hiérarchisée et patriarcale. C'est tout ça qui vole en éclats aujourd'hui. C'est toutes ces normes-là. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, malgré ces normes sociales que vous évoquez, il y avait heureusement des systèmes contrariants qui faisaient que tous les adultes n'avaient pas envie, ne devenaient pas ainsi. Donc ces systèmes contrariants, ils interrogent plus la psychiatrie ou la psychanalyse que la sociologie ou l'ensemble des normes culturelles en matière de sexualité. Bien sûr, mais il y a ce qui va faciliter le passage à l'acte, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui est autorisé dans la société. J'entendais l'autre jour qu'au Soudan, il y a des maisons où sont enfermées des petites filles de 8 à 12 ans qui sont violées tous les jours par les hommes autour d'eux. Personne ne va s'interroger sur leur psychologie. C'est un système qui autorise les abus sur enfants. Lorsque les choses sont interdites et qu'il y a suffisamment de freins culturels, sociaux pour empêcher cela, là, on va plus aller du côté de la psychologie et de ce qui fait que on se sent autorisé psychiquement à enfreindre les normes. Et là, il faut voir, encore une fois, les traumatismes éventuels dans l'enfance, toute la construction psychique, tout ce qui fait que cette fantasmatique sexuelle s'est créée et que, en plus de cette fantasmatique sexuelle, eh bien, il y a une absence de freins qui font qu'on peut passer à l'acte. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice Casagrande ? Je pense que ce qui change tout, c'est la voix des personnes victimes. C'est-à-dire que oui, les droits de l'enfant ont progressé, oui, la représentation des enfants a progressé, mais le séisme de l'écoute de la SIAZ, le séisme bien sûr de l'écoute des personnes victimes d'inceste par Édouard Durand et par Nathalie Mathieu et leur équipe, c'est le séisme d'enfants qui ont laissé une trace dans des adultes, et ces adultes parlent et la société les écoute. Et à ce moment-là, il devient de plus en plus difficile de banaliser, de rire, de dire c'est comme ça. Et plus les personnes victimes sont entendues, et plus on les écoute et on prête attention et on réalise ce que fait un crime sexuel dans l'enfance, et plus il devient facile de se dire il faut agir. Mais il y a des effets qui ne vont pas dans le sens de la progression de la conscience et de la progression de la régulation. Il faut le dire, on n'en a pas parlé du tout. Véronique Béchu nous le rappelle tous les jours à la Civise. La pédocriminalité en ligne est un phénomène qui est en train de se développer de manière exponentielle. Donc oui, la société progresse, mais il y a des nouveaux risques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ces choses-là vous paraissent particulièrement inquiétantes, le déplacement donc du danger à cet égard, Alice Casagrande ? Ça veut dire que des enfants qui ont accès à la pornographie très tôt, beaucoup trop, des enfants qui sont avec un téléphone portable, qui sont sur les réseaux sociaux, l'OFMIN le montre très bien, ils sont contactés extrêmement rapidement, ces enfants, ces adolescents, par des pédocriminels qui savent très bien ce qu'ils font. Et donc là, on a
une nouvelle exposition des enfants et des adolescents dont la société n'a pas du tout encore pris la pleine mesure. Oui, Serge il y Effès. a, il y a effectivement, c'est drôle parce que c'est drôle, ce sont des mécanismes contradictoires. Plus on protège les enfants, plus on a conscience de l'effet des traumatismes, plus il y a une espèce de force contraire qui pousse à l'hypersexualisation des enfants. On voit toutes ces petites filles qui sont poussées à se maquiller très tôt, à être très aguichantes extrêmement tôt, à se considérer, même si on ne leur dit pas comme ça, comme des objets sexuels extrêmement tôt. Il y a un accès, vous le disiez, à la pornographie très précoce. La plupart des enfants, et là je suis très ferme là-dessus, la plupart des enfants ont accès à des sites pornographiques dans lesquels on voit comment sont traitées les femmes dans les sites pornographiques, comment elles sont humiliées, comment elles sont traitées comme des objets. Parfois, ils ont accès aussi à des films où c'est peut-être pas des enfants, mais enfin, c'est des adultes qui ont quand même l'air encore d'adolescents, voire d'enfants, qui sont mis en scène. Et tout ça, ça crée des effractions psychiques. Alors, encore une fois, tout le monde n'y est pas sensible. La plupart des gens, ils se construisent, ils ont une famille aimante, ils construisent des mécanismes qui font qu'ils savent se défendre par rapport à tout ça et faire la part de la réalité. Mais ceux qui sont plus fragiles psychiquement chez les enfants, surtout s'ils sont dans un milieu familial un peu incestuel où, disons, la sexualité circule beaucoup, et ils ont accès à ces images, ils vont sur des réseaux sociaux, on va dire à une petite fille de 12 ans, allez, déshabille-toi, montre-toi sur le réseau social, enfin, et après on connaît les conséquences de tout ça, et tout ça c'est une espèce de contre-force, de contre-pouvoir par rapport à je dirais à ces normes sociales qui deviennent tout de même plus exigeantes. Mais justement, les normes sociales aujourd'hui, elles sont exigeantes. On peut peut-être imaginer qu'elles soient encore plus strictes à cet égard. Mais on voit bien, le Squarneck, par exemple, ne cherche même pas, semble-t-il, à sauter un poids de culpabilité. Il est là à reconnaître cette sorte de spirale. Parce qu'il Oui. décrit une sorte de spirale Tout à fait. qu'il a aspirée. Oui, le Squarneck, encore une fois, c'est un peu l'archétype de ce type de prédateur, c'est-à-dire que son sentiment de toute puissance, j'imagine, hein, encore une fois, j'essaye de me mettre dans sa tête, mais, son sentiment de toute puissance s'amplifie plus il est impuni, plus il est respecté par ses collègues, par les parents des enfants qui le confient en disant « vous êtes merveilleux, vous êtes un chirurgien extraordinaire, vous sauvez mon enfant », plus il s'enivre lui-même de sa toute-puissance et de son pouvoir, et plus il va être amené à recommencer et recommencer encore, puisqu'il est impuni. Un mot de conclusion, Alice Casagrande, s'il vous plaît. Judith Godrèche disait « Je parle, mais je ne vous entends pas ». Eh bien, ce que nous avons à dire, c'est que nous voulons entendre les personnes victimes, mais nous voulons aussi, c'est très important à la Civise, entendre les enfants eux-mêmes, entendre les adolescents, nous parler de ce qu'ils vivent, nous parler de ce qu'ils voudraient pour eux-mêmes. C'est toute une société qui doit non pas seulement accorder des droits, mais écouter vraiment les enfants. Un mot de conclusion, Serge Effès. J'irai exactement dans le même sens qu'Alice, c'est-à-dire ce dont il faut avoir conscience à l'échelle de la société, c'est de ce à quoi sont exposés les enfants, qui sont des nouveaux risques par rapport à ceux qu'ils avaient autrefois. Il s'agit de les protéger de ça. Il s'agit de faire de la prévention auprès des parents, auprès des familles, pour qu'ils apprennent ces mécanismes de protection et qu'ils apprennent ces nouveaux risques. Vous le disiez tout à l'heure, on a rendu un rapport sur la parentalité récemment auprès de Madame Vautrin. Eh bien, dans l'esprit de ce rapport, c'est autour de la prévention et de la prévention auprès des parents pour qu'ils puissent exercer leur fonction parentale. Merci Serge Effès. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale à la Pitié-Salpêtrière. Merci Alice Casagrande, vous êtes secrétaire générale de la Civise.